Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre go René Mariam. Je suis toujours en compagnie de mes CP et aujourd'hui, on va avoir une émission un petit peu particulière. On va recevoir une CP qui va venir nous raconter son histoire de vie. Un vrai témoignage qui va, je suis sûre, vous édifier. Ne bougez surtout pas, c'est après le générique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien mangé, j'espère aussi que vous êtes rassasiés. Voilà. Il y a des gens qui jeûnent, nous on n'a pas mangé. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi, c'est vrai. Tu as bien raison. Alors Marino, comment tu vas? Bah écoute, je vais bien, je rajeunis, donc oui, ça va. Tu es fraîche, mon grand Coucou sœur. chez vous. Oui, merci. C'est bizarre, mais ça me touche. Tu es fraîche. Ah là, merci beaucoup. Et toi René, comment ça va? Ça va, je vais bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça va, je suis de bonne humeur. Mais du coup, j'ai hâte qu'on reçoive notre invité parce que j'ai écouté un petit peu de son histoire avant qu'on la reçoive aujourd'hui. Et je suis sûre que ça va nous toucher. J'espère qu'on va pouvoir quand même rester digne. Parce que ça ne va pas être facile. Marine, je compte sur toi. Parce que si ça brille de ton côté, ça va briller de mon côté. Non, t'inquiète. D'accord. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a vécu beaucoup de choses. Le thème aujourd'hui, c'est brisé mais pas vaincu. L'histoire d'une renaissance. C'est une vraie renaissance qu'elle va nous raconter aujourd'hui. On va l'accueillir sans plus tarder. Elle s'appelle Fernande. Bonjour Fernande. Hello, hello, comment tu vas? Ça va très bien. J'espère que tu n'es pas trop stressée. Non, ça va. Ça va? Oui. D'accord. ça Donc, comme tu le sais, on est vraiment là pour t'écouter, pour écouter ton témoignage, que tu nous partages ton histoire de vie. Vraiment, le club, c'est la bienveillance. On ne juge surtout pas. Et on est là pour édifier les gens qui nous regardent. Donc, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes quand même et que tu dises aux gens qui tu es et qu'ensuite on plonge dans ton histoire. Ok, bon, en tout cas, merci déjà de m'accueillir. Je m'appelle Kananga Fernande, plus connue sur le prénom de Shekina. Je pense que Shekina, vous allez comprendre après pourquoi on m'a surnommée Shekina. Okay. Je suis d'origine camerounaise. D'accord. On ne dirait pas, mais je suis camerounaise et je suis dans le domaine de la beauté. Donc, spa-thérapeute, conseillère en images et esthéticienne. D'accord. Ok, super. Donc on a la belle famille sur ce plateau. C'est ça. On a C'est la belle famille. On a le continent. C'est le continent. Est-ce que c'est super. une première pour toi sur un plateau télé? Oui. Oui, D'accord. c'est une première Tu te pour sens moi. prête à témoigner? Bah, je me sens prête parce que, bon, en soi, maintenant, je dis que j'ai pas le choix parce que d'autres personnes ont besoin d'entendre qu'on a la capacité de se reconstruire après certaines épreuves qu'on a endurées. Bien sûr. Et le but, en tout cas, c'est de pouvoir parler de tout Donc, ça. si tu dois chronologiquement reconstituer ton histoire, par où tu commencerais déjà? Qui était la petite Shekina? Dans quel type d'environnement tu as grandi? Dans quel genre de famille tu as grandi? Waouh. Ok. Bon, je vais essayer de faire étape par étape pour Ouais. que tout le monde puisse comprendre quand même. Donc, Fernande, au lieu de Shekina. D'accord. Fernande était une petite jeune fille qui a grandi avec deux parents assez jeunes. Donc ma maman nous a eus quand même assez tôt. Elle nous a eus, elle avait 18, 16 ans. Et mon papa, bon pareil, il était jeune aussi, mais c'était quelqu'un qui était très violent. Et je me souviens que quand j'étais plus petite, j'étais très rattachée à mon papa. Et au fur et à mesure qu'on grandisse, finalement, il y a eu un fossé qui s'est créé. Et ma maman, ils vivaient ensemble, elles se cherchaient. Et un jour, voilà, ça n'allait plus dans leur couple, donc ils ont décidé de se séparer. Mais avant qu'ils ne se séparent, il y a eu beaucoup de violence. Il y a mon petit frère qui est décédé dans les coups que mon papa il portait à ma maman. Et j'ai souvent une image qui m'était restée gravée dans la tête où j'étais dans la poussette et en fait je voyais mon papa être en train de frapper ma maman à 100. Tant qu'on ne le sépare pas, bah, il continuait quoi. Donc, Mais là, tu dis que tu étais dans une poussette, Ouais, donc tu avais j'étais dans quel une âge à poussette. peu près? j'étais petite. Mhm. Je ne saurais pas donner
un âge fixe. Mhm. Mais je sais que j'étais enfant parce que c'était quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Vraiment marqué. Voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Et tu as disais parlé que, aussi donc, du- tu étais, Ouais. que ton papa était très violent et qu'il a eu à être violent aussi avec ton Avec petit mon frère. petit si je frère, comprends. ouais. D'accord. Et donc, ça se traduisait comment avec ton petit frère? Parce que je veux dire, il y avait des violences conjugales pour des désaccords Voilà, entre eux. c'est ça. Mais avec vous, c'était quoi? Mon petit frère, il venait tout juste de naître. Il n'était pas encore, il n'avait pas 1 an, 2 ans, voire quelques mois. Et au cours d'une bagarre avec ma mère, en fait, ma mère, elle l'a juste déposé à l'entrée de la porte parce que, bon, je ne sais pas si elle s'est dit qu'elle avait la force pour lutter quand même avec la personne parce qu'il a un gabarit quand même assez costaud. Et dans les coups, en fait, il a marché, sur mon petit frère. Et Intentionnellement ou il l'a pas vu? je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Il a marché sur lui et quelques mois après, mon petit frère est décédé parce que sa santé avait été touchée. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait aussi, Bah, bien sûr. voilà, qui m'avait quand même beaucoup marqué. Ma maman, jusqu'à aujourd'hui, elle en parle. Hein. Bah oui. Oui, mais ton père, il a fait ci, il a fait ça. Bah, bien Et sûr, moi, je suis enfin, c'est là, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. ouais. Mais quand ton petit frère il est décédé, toi, tu avais quel âge? J'avais quelques mois quand il est décédé. Ok. J'avais quelques mois. En fait, c'est parce que ma maman, elle en parle tout le temps. Mais je savais que j'avais un petit frère parce que je restais tout le temps avec lui. Ok. Non, donc, attendez, il y a combien d'écart entre toi et ton petit frère? Alors moi, je crois déjà, j'avais dépassé les 9 mois. Je crois que j'avais déjà 1 an, 2 ans. Quand il est né? Voilà, quand il est né. Ah, 1 an, ok, 2 donc ans. vous êtes vraiment proches en âge. Oui, on Ok. est très très proches. On était très D'accord. proches. Ok. Et donc, ces violences-là, il les a eues envers toi aussi? Non, papa? jamais. Jamais. On était très proches. Jamais. Je crois que j'étais vraiment sa préférée, quoi. J'étais sa toute première fille, donc son premier enfant. Donc, tu grandis dans cet environnement très, très toxique, finalement, avec une maman qui essaye de se défendre, Ouais. mais qui reste quand même dans cette situation. Oui. Elle Pourquoi, à reste dans ton cette- avis, elle restait? Oh, mais l'amour. Moi, franchement, je ne saurais pas dire pourquoi est-ce que ma mère, elle est restée. Mais après, elle était jeune, elle était naïve. Elle pensait avoir trouvé l'amour de sa vie. Au final, elle se rend compte que ce n'est pas l'amour de sa vie. C'est une personne qui est très brute. Mais après, elle a quand même décidé de tester la relation. Et au final, elle a vu que ça n'allait pas. Et puis, bon, elle s'est retirée. Ce qui m'étonne un peu, c'est ta proximité avec ton papa. C'est-à-dire, malgré les violences, est-ce que tu connaissais les causes du décès de ton petit frère? Je connaissais les causes. D'accord, du mais décès. malgré tout, tu étais fusionnelle ouais. avec... J'étais, ouais. Je veux dire, elle était petite Oui, aussi quand il j'étais est plus décédé. petite, ouais. Donc, même Mais j'avais pas en fait la conscience que, oui, c'est un qu'il a truc fait ça. grave. Oui, voilà. voilà. Mais je savais que c'était C'est ça. parce que. D'accord, Mais donc quand, vous évoluez dans ce foyer toxique-là, quand même. Et toi, tu maintiens quand même une bonne relation avec ton papa, qui te couvre quand même, parce que tu es sa fille chérie. Mais tu assistes quand même aux scènes de violence. Oui. Mais comment on se construit en tant que petite fille, mais ensuite en tant que jeune fille, dans un environnement comme ça? Comment tu décrirais ton évolution? Comment est-ce que je pourrais décrire mon évolution? Je dirais que tout est grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Quand je dis que tout est grâce, c'est dans le sens où de moi-même, j'aurais pas été capable en fait de sortir déjà de l'environnement sans avoir eu des séquelles. Et si c'était pas Dieu, j'aurais pas pu. Sincèrement, j'aurais pas pu. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, l'histoire, elle est quand même assez longue. Oui, c'est ça. Justement, on veut Ouais. l'écouter, cette histoire. Et justement, on veut savoir qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que tu deviennes celle que tu es aujourd'hui. Ah, ok. Bon, du coup, je continue. Ouais. Voilà, je suis ma maman, elle se sépare avec mon papa. Et je me retrouve chez une de mes tantes parce que ma mère, comme j'ai dit, elle se cherchait, elle était jeune. Je me retrouve chez une de mes tantes qui, malheureusement, n'était pas très agréable avec moi. Beaucoup de maltraitance, d'injures. Je ne mangeais pas à ma faim. Et je sais qu'une fois, ma maman, quand elle venait me voir, en fait, c'est la voisine qui a alerté ma mère et qui a dit à ma mère, écoute, si tu ne viens pas chercher ta fille, je ne suis pas très sûre que tu vas la retrouver vivante. Donc ma mère, mais pourquoi elle me dit, elle s'est posé la question quand même de savoir pourquoi la voisine qu'elle ne connaît pas lui dit de tels propos. Et c'est comme ça que ma mère a décidé de me retirer des bras de ma tante.
Donc, je me retrouve à retourner chez mon père pour les vacances, entre parenthèses, parce qu'en fait, il avait trouvé du travail au nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, Gaoundéré, Maroua, en sachant que nous, on était à Yaoundé, qui est la capitale. Et donc, il dit à ma mère, écoute, comme ça va être les vacances, ramène-moi la petite, j'aimerais passer du temps avec elle. Bon, ma mère, elle ne trouve pas d'inconvénient. Donc, elle ramène la petite. Et en fait, c'était la dernière fois que ma mère, elle allait me voir. J'avais 2 ans, 3 ans. Ok. Donc tu arrives comme ça dans le nord du Cameroun, tu es avec ton papa. Voilà, j'arrive, donc ma mère, elle me dépose. Et quand elle me dépose, elle s'en va. En fait, je déménage, je quitte la capitale et je vais au nord du Cameroun pendant 9 ans. Et là, tu n'as pas de nouvelles de ta maman? J'ai pas de nouvelles de ma mère. Pour moi, ma mère, elle m'a abandonnée. J'ai plus de ses nouvelles. C'est le discours que ton papa te tenait ou est-ce que c'est juste ton subconscient qui te disait? Non, du tout, du tout. Donc, j'arrive au nord du Cameroun et au final, mon papa, il était chauffeur routier à l'époque. Donc, il travaillait pour une dame qui était plutôt assez aisée. Son mari était huissier de justice et elle était enseignante. Et au final, elle dit à mon père, écoute, étant donné que tu n'as pas le temps, tu es tout le temps en déplacement et là, la petite, il faudrait bien qu'elle ait quand même un environnement idéal. Au final, donc, il dit, OK, il n'y a pas de souci, mais avant quand même que je ne récupère la petite, il faudrait que tu me parles d'elle, de sa mère. C'est comme ça que mon père ensuite commence à expliquer un peu à la dame, bon voilà, j'étais avec sa mère, ça n'allait pas. Je tiens quand même à préciser qu'à cette période, j'étais très malade, j'avais la varicelle, mais de niveau 3, donc la varicelle qui touchait les yeux. Et au final, la dame, elle lui dit, bon, écoute, je vais prendre soin d'elle, étant donné que tu n'es pas là. On va lui donner les médicaments qu'il faut et tout et autres. Donc mon papa, il dit, OK, il n'y a pas de souci. Et je crois que les 9 ans que j'ai eu à passer avec la dame, c'était 9 ans d'enfer parce que je connaissais pas la définition du mot se suicider, mais je savais que quand quelqu'un dit qu'il veut se suicider, c'est parce que la personne veut mourir. Donc moi, je disais, bah non, je vais me suicider, je veux mourir parce que j'en ai marre, je veux voir ma mère, je veux voir mon père. Et au final, on me disait que non, ta mère t'a abandonné, tu la verras plus jamais. Donc mon père, il me laisse entre les mains de ma maman, enfin ma nouvelle maman, et j'arrive dans une famille recomposée parce que la dame, elle a qu'un seul enfant, une fille unique, et tout le reste, on était 8 au total, et tout le reste, c'était des enfants de ses tantes, ses grandes sœurs qu'elle a eu en fait à prendre à sa charge. Comme j'ai dit, elle avait les moyens en tout cas d'en prendre soin. Donc je me retrouve dans une famille où je me dis, ah bon, ça y est, super, j'ai une mère, j'ai un père, j'ai des frères et des sœurs, mais en fait non. Et comment tu décrirais cet enfer? Qu'est-ce qui se passait exactement? Quand j'arrive dans cette nouvelle famille, j'ai 4 ans, je commence à subir des violences physiques. De la part de qui? De la part des personnes très proches. Des frères et sœurs. Des frères. Des frères. Des frères, donc des plus grands qui sont là? Des plus grands qui sont là. Je commence à subir des violences, des injures. On me rappelle systématiquement que je ne suis pas jolie, que je suis très bête, je suis un poulet de ferme. Et donc moi, je grandis avec des paroles dévalorisantes. À l'école, ma mère... ma belle-mère, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que je peux dire ma belle-mère? Oui, ma maraque, je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est qui est sûr. La nouvelle maman que j'avais. Ma figure maternelle. Voilà, ma figure maternelle. Et étant donné qu'elle était ma prof, à l'école, ça allait pas. Donc, elle appelait systématiquement mon papa pour lui dire, écoute, ta fille, je pense que les études, c'est pas la peine. Il faut la mettre dans une école de cuisine, quelque chose comme ça. Quand elle va grandir, on pourra lui proposer un gentil monsieur qui voudra bien être avec elle. Donc mon père, il est quand même un peu déstabilisé. Il se dit, mais c'est pas possible, c'est ma seule fille unique que j'ai. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. En temps, je commence à subir des abus sexuels. De la part de qui? De la part de mes grands frères. Tu avais quel âge? J'avais 5 à 6 ans. Non. Et oui. Et c'était donc des abus sexuels. Tu les décris comment déjà? Et tu dis tes frères, donc ils étaient plusieurs à faire ça. Ouais. Il y avait un en particulier où lui, c'était tout le temps. Qu'est-ce qu'il te tout le temps?
Déjà, ça avait débuté par des livres à caractère qu'il me montrait. Bon, moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Il me disait, écoute, on va regarder aujourd'hui un film. Donc, moi, j'étais contente. Je me disais, ah, ça y est, super. Et en fait, c'était des films à caractère. Voilà. C'est ça. Donc, je suis là, je suis en train de voir des trucs que, logiquement, je ne suis pas supposée voir. Et on arrive à un jour où il me dit, est-ce que tu veux qu'on essaye? Je dis, bah oui, enfin, je sais pas, ok. Donc, voilà, je me retrouve couchée, allongée. Et il a juste, en fait, commencé à faire ce qu'il avait à faire. Et il le faisait tout le temps, à tel point que j'avais, en fait, son odeur qui, je sais pas comment je pourrais le décrire. Oui, qui était resté imprégné en toi. Voilà, c'est ça. Donc, quand je sens l'odeur, je sais que c'est lui. Quand je partais me doucher, je voulais enlever l'odeur, mais en fait, je ne pouvais pas enlever l'odeur. Oui, j'avais 5 à 6 ans, ouais. Mais en termes de, je veux dire, tu avais des douleurs? Oui, j'avais des douleurs, bien sûr. J'avais des douleurs, j'avais mal, j'aimais pas ce qui se passait. Il avait quel âge pour avoir quand même un... Il avait 19 ans. Et les parents, enfin, personne n'a jamais su? Ah si. Ok. J'arrive. D'accord. Excusez-moi, c'est-à-dire, enfin, il te touchait, il faisait quelque chose? Ou genre, Oui, vraiment, il y a eu... Ce sont des abus sexuels, du viol. Du viol, oui. C'est ça. Donc je dis le mot. Et en plus de la pédophilie même. Oui. Ouais. J'étais très jeune, très. Donc je grandis avec des abus qu'il me fait tout le temps. Il me privait d'aller jouer avec mes copines, avec mes petites sœurs. Et à chaque fois qu'il terminait de faire ce qu'il avait à faire, j'allais tout le temps voir mes petites sœurs pour leur dire « Écoutez, il me fait ça, ça, ça ». Donc j'explique quand même ce qui se passe. Malheureusement, elles étaient petites comme moi, donc elles ne comprenaient pas. Oui, personne ne comprend. Et il faut savoir aussi que j'ai grandi dans un cadre où je n'avais pas le droit à la parole. Voilà, on me considérait, comme j'ai dit, un poulet de ferme. J'étais bête, donc je n'avais pas le droit de... Dès que je veux m'exprimer, en fait, on m'empêche de m'exprimer. On me dit, de toute façon, tu dis n'importe quoi, tu connais rien, tais-toi. Donc j'étais très renfermée et j'avais du mal, en fait, à parler de mes émotions, de ce qui m'attristait, de ce que je vivais à la maison. Et je pense qu'ils ont peut-être... Je me dis, normalement, ils auraient dû quand même le remarquer parce que j'ai commencé en fait, à être très renfermée. J'avais peur de tout et n'importe quoi. Dès qu'on me dit un truc, j'ai peur. Dès qu'il y a un petit... on m'insulte, j'ai peur. En fait, j'avais peur de tout. Jusqu'au jour où je me retrouve à prendre le livre à caractère qu'il me montrait à chaque fois et je décide de l'emmener à l'école où il y avait ma maman en question. Et donc, je m'en vais, j'explique à mes copains de classe, « Ah, voilà je fais ça avec mon grand frère, comme si c'était un bon truc. Je fais ça avec mon grand frère. » Et en fait, la maman en question a vu le livre circuler. Voilà. Donc, elle a demandé d'où venait le livre. On a dit, ah non, ça vient de Fernande. Elle n'a pas cherché à savoir où est-ce que j'ai pris le livre, ça pour elle, qui m'a donné. Automatiquement, elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire, elle m'a frappée copieusement, mais... Et ce n'était pas des petites simples claques, en fait, qu'on me donnait, c'était vraiment des vrais coups. Donc déjà, je quitte chez ma tante, étant plus jeune, où je subis quand même de la maltraitance. J'arrive dans un nouveau cadre familial où je subis aussi de la maltraitance. Il fallait faire des corvées les matins avant de partir à l'école. Et ce n'était pas des petites corvées. Il fallait ranger la maison, il fallait nettoyer le sol, il fallait tout faire et je devais être à l'heure à l'école. En sachant que si je n'arrivais pas à l'heure à l'école, c'était elle qui était ma prof. J'allais être copieusement punie parce que je n'étais pas arrivée à l'heure. Donc elle voit le livre, elle me punit et elle décide d'appeler mon père. Elle dit à mon père, écoute, ta petite fille que tu dis que c'est ta petite fille, elle connaît déjà les garçons parce qu'elle a vu le livre. Elle connaît déjà les garçons. Moi, je ne sais même pas où est-ce qu'elle a pris le livre. Donc encore une fois, mon papa, en fait, il est déçu. Il ne comprend pas trop, mais... Étant donné qu'il est à distance, il se dit, bon, quand je vais revenir, je vais voir ce qu'il en est. Mon grand frère continue d'abuser de moi jusqu'au jour où on nous surprend. Qui vous surprend? Un autre de nos grands frères.
D'accord. Ok, mais à ce moment-là, pour toi, tout était normal, donc tu n'avais même pas à en parler. Non, j'avais pas à en parler. En fait, quand j'en parlais, à chaque fois, on ne comprenait pas. Mais lui, il te disait de ne pas en parler ou il te disait rien? Il me disait de ne pas en parler. Si j'en parlais, il allait me frapper copieusement. Et je tiens à préciser que c'était quelqu'un qui était très violent avec moi. Il abusait de moi physiquement, verbalement. Il me disait beaucoup de paroles très dévalorisantes. Voilà, des méchancetés. Que je servais à rien, que j'étais une sorcière, que j'étais folle. Il me disait tout un tas de trucs. Donc, j'étais vraiment sous l'emprise de mes bourreaux. C'est comme ça que j'ai... Mais c'était le seul qui abusait de toi? Oui, c'était le seul dans la maison. D'accord. C'était le seul. Donc, quand tu précises dans la maison, il y en a eu d'autres à l'extérieur de la maison? À l'extérieur, oui. J'en ai eu 4. Wow. Okay. Oh là là. Bon, donc il y a ton grand frère qui vous surprend. Il y a mon grand frère qui nous surprend. Et moi, aussitôt, je me précipite quand même pour lui expliquer la situation. Non, mais il a l'habitude de me faire ça. Moi, j'en ai marre, je suis fatiguée, je ne sais même pas comment en parler. Donc, il a demandé à mon grand frère qu'est-ce que tu lui faisais. Donc, dans la peur, il n'a pas voulu dire. Et au final, je pensais qu'on allait plus le punir, lui. Mais en fait, non, on nous a punis tous les deux copieusement. Et là, elle appelle encore mon père. Elle dit à mon père, ah là, ça y est, hein, ta fille, c'est bon. Hein. Elle est plus vierge, elle connaît déjà les garçons. Et en plus, pas n'importe quel garçon. Mais je veux dire, t'as 7 Attends, ans, pardon, on parle bien d'une ans. petite fille de 6 ans Ouais. et d'un jeune homme de 19 ans. Ouais. Et c'est toi qu'on accuse. Oui, c'est moi qu'on accuse. Non, Donc je me dis, mais je comprends pas qui est la victime quand même, parce que je suis une enfant, quoi. Donc on nous a punis copieusement. Et je me rappelle que son mari, à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, elle m'avait tellement frappée qu'en fait, il m'a juste poussée comme ça. Et il a dit à la dame, c'est bon, ça suffit. Tu vas finir par la tuer. Non, mais tu vois pas ce qu'elle est en train de faire. Donc le monsieur a dit, c'est bon. Donc au final, mon papa se dépêche quand même de rentrer donc au nord. Et il décide de m'emmener voir le médecin et le gynécologue. Bon, le gynécologue lui a dit, bon, elle n'a rien de plus, elle a juste perdu sa virginité. Mais, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, je pense que il faut parce que là, moi, je suis en train d'être dépassée par les émotions. Je pense qu'on va faire une petite pause, on va aller à la pub et on va revenir après pour discuter du reste de cette histoire. Okay. De retour sur le plateau du club, nous sommes aujourd'hui avec Fernande. Fernande qui a décidé de témoigner à visage découvert sur le plateau du club. Son témoignage n'est pas très réjouissant. D'ailleurs, c'est une émission assez sensible. Pour tous ceux qui sont sensibles, on tient quand même à prévenir. Et on te laisse donc continuer. Donc, tu disais que tu allais chez le gynécologue Voilà. À l'âge de 6 ans. de 6 Ouais. ans. Donc, Et je que me celui-ci retrouve, trouve que c'est normal, enfin que tu n'as rien d'extra, tu as juste perdu ta virginité à 6 ça. ans. Mais à ce moment-là, ça ne cogite pas dans la tête de ton papa ou du gynéco. Je ne sais pas, peut-être porter plainte ou parce que Non. quand même une jeune fille de 6 ans Non. et un homme de 19 ans. Après, j'étais quand même un peu... Tu faisais grande. développée, voilà, je Oui, faisais mais grande. même, Tu as 6 je veux ans, dire, même même si si tu avais 15 ans, admettons, tu vas dans tous les cas, un gynécologue, c'est censé être, si tout le monde est fou et toxique dans la famille, le gynécologue est quand même censé être cette personne-là qui va qui est peut-être, impartiale. voilà, qui est impartiale, Et qui qui a ne le vous regard connaît pas médical, Oui. et qui Je va suis quand même totalement vouloir d'accord. préserver ta santé. Ouais, je suis totalement d'accord. En tout cas, on est chez le gynécologue, quand on arrive, bon, il finit de m'examiner. Et ensuite, là, je vois en fait le visage de mon père se décomposer. Je vois quelqu'un qui est déçu. Et je me dis, bon, c'est que je l'ai quand même déçu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et au final, on décide de rentrer à la maison. Et quand on rentre à la maison, au vu de tout ce qui se passait, j'avais décidé de fuguer parce que voilà, j'en avais marre et il ne s'était pas arrêté. Il avait quand même continué. Tu rentrais à la maison où? Chez ma C'est la nouvelle maman, là, oui. en Chez ta- question. Ok. Attends, ton père t'a ramené Oui, il m'a ramené. chez la famille. Oui, mais il n'avait pas le choix, en Parce fait. que lui, il continuait son travail de chauffeur Voilà, routier. il n'avait pas le choix. Ok. Et puis la dame en question, comme j'ai dit, c'est quand même quelqu'un au Cameroun, elle est bien placée. Donc, il ne pouvait pas faire quand même le poids face à elle. Et ma Ok. mère, aujourd'hui, quand ma mère, elle parle par rapport à ça, elle dit, écoute, franchement, je ne voulais pas te laisser quand même dans les bras de ton père, mais je ne faisais pas le poids face à la dame. Et c'est vrai parce que la dame, quand elle m'a récupérée quand j'étais plus petite, elle a refait mon acte de naissance où elle a déclaré qu'elle était ma mère
Ma mère légale. Ok. Bon. Ok. Après, comme je dis, son mari était issu de justice, donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Quelle Ok. Est-ce que ton papa, il avait les moyens? Est-ce qu'il s'en Non. sortait un peu? Non. Euh, Donc c'est elle qui te scolarisait? c'est elle qui faisait te tout. nourrissait. Ok. Est-ce faisait qu'on tout. peut juste rappeler une chose? C'est vrai que son mari était huissier de justice, donc ils ont fait ça, mais ce n'est pas normal. D'accord? Ouais. Parce qu'en fait, excuse-moi, hein, ça m'offusque que déjà, et c'est dans ton âme d'enfant, que tu te dises, comme il était huissier de justice, c'est normal, il pouvait faire ce qu'il voulait. Tu vois? C'est comme si tu vas terminer ton histoire, mais tu prends beaucoup la culpabilité ou du moins le poids de la responsabilité des actes des autres à ton compte. Et je trouve ça tellement dur, quelqu'un qui a déjà vécu ça, qui doit encore porter la culpabilité de ces actes-là, c'est très dur. Mais on tient à le dire, c'est pas normal et ce ne sont pas tous les huissiers de justice ou quoi Oui, qui le qui font. le hein. font. Donc, Qui le font, c'est très vrai. dur. C'est vrai. Ouais, donc bon, tu retournes à la maison, ton papa te laisse là-bas. Oui, il me laisse Ton là-bas. frère continue à Ouais. abuser de toi. Il continue. Et maintenant que ton grand frère vous a surpris, lui, il ne fait pas Non, attention. mais chacun était passé à autre chose après. Ah, ok. Tout le monde était passé à autre chose. Je continuais mes tâches ménagères comme tous les jours. On fait des projets pour les autres enfants. Quand on arrive vers moi, oh non, bah, elle, de toute façon, c'est la cuisine. C'est tout ce qu'elle sait faire. Donc, j'ai grandi avec la pensée de tout ce que je sais faire, c'est la cuisine et rien d'autre. Donc, au final, vient le moment où on va en vacances donc, à Yaoundé. La dame, ma nouvelle maman, rencontre ma tante, donc la grande sœur de ma mère. Et quand ils se rencontrent, salut, ça va? Oui, et toi? Tu sais, votre fille que vous cherchez depuis, là, elle est chez moi à la maison. Donc, ma tante, elle est quand même assez choquée. Elle se dit, mais en fait, les deux se connaissaient. Lorsque mon papa avait eu à expliquer à la dame qui était ma mère, la dame connaissait qui était ma mère parce qu'ils sont du même village. Ok. Ils ont grandi, on peut dire qu'ils ont grandi ensemble. Donc, elle savait très bien De quelle qui famille tu c'était. venais en C'est tout ça. cas. Ouais. C'est ça. Et au final, elle dit, ah, mais vous savez, votre petite que vous cherchez, elle est chez moi à la maison, je prends soin d'elle. Et là, actuellement, elle est là pour les vacances. Donc, tu diras à ta petite sœur que sa fille est chez moi à la maison. Donc, ma tante, elle est quand même assez choquée. Et elle décide de prendre le numéro de la dame, donc de la patronne de mon père. Et elle lui dit, écoute, je vais quand même donner ton numéro à ma mère et je tâcherai de te rappeler pour qu'on puisse se voir quand même, pour que je puisse voir également la petite. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Là, en temps, j'ai quoi? J'ai 7 ans déjà, 7 ans, 8 ans. Et au final, elle appelle ma mère aussitôt. Et elle lui explique, voilà, j'ai retrouvé la petite. Ma mère, elle est quand même étonnée. Je fais une parenthèse où ma mère, à cette période, il y avait beaucoup de mouvements qui se passaient dans sa vie. Elle avait rencontré son ex-mari, qui est un Français. Et au final, elle était en train de faire ses démarches pour rejoindre, voilà, pour partir. Donc, on arrive au moment où ma mère, elle prend a le d'autres départ. plans, en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Elle est sur le départ, donc elle retrouve la personne qui a sa fille depuis tellement longtemps. Donc là, je fais face à ma tante qui décide de venir me voir pendant les vacances. Donc elle vient me voir et elle me dit, écoute, on va te ramener à la maison. Donc je me dis, ah ça y est, c'est maintenant, c'est tout de suite. Elle me dit, non, 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 on va prendre le temps quand même de préparer ton départ et puis on viendra te récupérer. Donc moi, je dis à ma tante, si vous n'allez pas me récupérer, je vais me suicider. Elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? En fait, elle était tellement étonnée Par ce mot. Oui, par le mot que j'ai dit. Et surtout de mon âge, de dire je vais me suicider. Pour elle, elle ne comprend pas comment une enfant peut dire de tels mots. Donc elle me dit, non, mais il ne faut plus dire ce genre de trucs. Je dis, si vous n'allez pas me chercher, je vais me suicider. Donc je pleure. Au final, elle décide de repartir à Yaoundé. Nous, on rentre au nord du Cameroun. Et je continue à subir les violences, les abus, les paroles. Mais tu ne vois pas ta mère? Non, je ne vois pas ma mère. Elle est déjà partie ou Non, elle n'était pas encore partie. Mais tu la vois pas? Je la vois pas. Ok, donc tu retournes dans ton enfer. Ouais, je retourne dans mon enfer. Et tu restes là-bas, ça dure encore combien de temps? Un an. Oui, un an. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Au bout d'un an, je subis
ma deuxième abus, si je peux dire ça comme ça, par le voisin. Donc, il me dit, écoute, on a laissé des trucs pour que tu puisses venir récupérer à la maison. Je dis, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, parce que je revenais de l'école. Donc, je cherchais déjà la clé de la maison, il n'y avait personne. Donc, il me dit, on a déposé certaines choses que tu dois récupérer. Donc, moi, de façon naïve, j'y vais parce que je pense vraiment qu'on a déposé des trucs. Et je me vois être en train de me battre, en fait, avec lui pour ne pas qu'il abuse de moi. Et au final, il a quand même réussi à les faire parce qu'il était plus grand que moi. Tu avais 8 ans, chérie. Ouais. Donc, j'arrive quand même en fait à t'extirper. Voilà, et au final, je pars, mais je pleure. Là, je commence vraiment à pleurer. Et je me dis, mais j'ai l'impression que moi, c'est que les abus, quoi. Bah, Il oui. n'y a pas autre chose. On est tout le temps en train de me toucher, on est tout le temps en train de me dire des paroles, on est tout le temps en train de me dire des trucs où ça me blesse. Bah, Et il oui. avait quel âge, lui? Lui, franchement, je ne sais pas, je dirais quand même qu'il avait 20, 21. Il était déjà quand même un peu... Est-ce qu'il était proche de ton Oui, frère? de mes autres frères, oui. Okay. Oui, oui. C'était un voisin avec qui on avait l'habitude de parler, de Donc, jouer. tu le connaissais, quoi. Voilà, pas que un je inconnu. connaissais, oui, oui, c'était pas un inconnu. Jusqu'au jour où la dame se marie et au final, on va donc à Yaoundé au Cap. Laquelle des dames qui se marient? La patronne de mon papa. Elle n'est pas mariée à une huissier de justice? Non, elle n'était pas encore mariée. Ah, elle n'était pas encore mariée. Ouais, elle était pas encore mariée. Donc, elle décide maintenant de se marier Ok. donc à Yaoundé. Et au final, bah, tout le monde, nous tous, on va en ville et tout ça. Et je pense que l'erreur qu'elle avait faite, c'était d'avoir invité mes tantes. Parce que ma mère, au final, elle était déjà partie en France. Okay. Elle avait appelé la dame. Est-ce que je peux voir quand même la petite? Est-ce que je peux... elle peut venir me voir pour le mariage. Est-ce que je peux donner quelque chose? Est-ce que je peux envoyer de l'argent? Elle a dit oui, tout ce que tu veux, envoie. Donc on a envoyé l'argent. Elle a pris l'argent, elle a mis dans sa poche. Elle a dit, ta fille, tu ne vas plus jamais la revoir. Et puis je ne vois même pas pourquoi, je vais parler avec un langage ivoirien, tu fais malin, elle est très bête, ta fille c'est un porc, elle mange beaucoup, c'est un poulet de ferme. En fait, tu ne peux rien gagner d'elle, il n'y a rien qui peut sortir de bon de ta fille. Donc tu n'as pas en fait à vouloir la revoir. À vouloir la revoir, quoi. Donc, ma maman, elle est blessée par les propos qu'elle est en train d'entendre. Elle se dit, mais pourquoi elle dit que ma fille, c'est un porc, que c'est ci, c'est ça? Elle dit, OK. Au final, elle va en France. Quand elle va en France, la dame se marie et nous, on va donc à Yaoundé. On arrive à Yaoundé, mes tantes arrivent et mes tantes me disent, aujourd'hui, on s'en va avec toi. Je dis, mais comment ça? Elle dit, si, on s'en va, on te prend, tu ne resteras plus ici. Donc, je suis contente. Je me dis, ah, ça y est, enfin, je quitte l'enfer dans lequel je vivais. Et donc, le soir arrive, tout le monde part à la réception. Elle a commandé le taxi. Je suis à quelques pas de vouloir monter dans le taxi. J'entends qu'on est en train de hurler mon prénom. Et je me retourne, je me dis, oh non. Et en fait, ma tante, elle a eu le mot magique. Elle a dit, non, on va juste payer quelque chose à la boutique, on revient. C'est la dernière fois qu'il m'a. Merci, alléluia. Oh là là. Et donc tu pars. Et donc enfin, je pars. En fait, tu te sauves, tu t'enfuis Je me avec sauve, je tes laisse tantes. tout, habits, tout derrière moi. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu allais rester avec ta tante? C'est-à-dire au moment où elle t'appelait. Là, j'avais 9 ans déjà. OK. Au moment où elle t'appelle, elle te dit « Viens, on y va, on va juste acheter quelque chose ». À quel moment tu te rends compte que c'est bon, ils sont partis et toi, tu restes avec ta famille? Bah, c'est quand je monte dans le taxi. Tant que je n'étais pas montée dans le taxi, je n'allais pas du tout me rendre compte que je suis en train de partir, quoi. Si je n'étais pas montée, j'allais pas. Parce qu'à chaque fois, ils m'ont dit, on vient te chercher. Au final, Et puis ils sont pas venus. ils sont pas venus. Donc, Mais pour ça moi, aussi, j'imagine pas la douleur de Oui, ça, je d'à chaque pleurais fois tout le attendre temps. et qu'on le temps. ne vienne pas te sauver, en fait. Tout le temps. finalement. Comment tu te sentais? pendant les vacances, les parents de chaque enfant, on venait récupérer un tel, tout le monde. Et moi, bah, j'étais là, toujours dans mes tâches. Donc, je me disais que ça y est, on m'a abandonnée. Je me sens rejetée, il n'y a personne qui m'aime. C'est vraiment dans cet état d'esprit que j'étais en train de grandir. Donc, quand elle me dit non, cette fois-ci, on s'en va avec toi, moi, tant que je n'ai pas vu qu'on est parti, je ne crois pas qu'on est parti. Et c'est vraiment quand on est monté dans la voiture, qu'on a démarré, qu'on était plus loin, que j'ai dit, ah, ça y est, c'est fini.
Et donc, comment se passe cette transition vers cette nouvelle vie? Quand tu arrives, donc tu es chez... C'est la grande sœur de ta maman? Oui, c'est la grande sœur de ma maman. Donc, tu arrives chez la grande sœur de ta maman. Comment est-ce que les choses se passent? Déjà, j'arrive pas vraiment chez la grande sœur de ma maman, j'arrive chez la petite sœur. D'accord. Ok. Parce qu'elles étaient 3. Donc, j'arrive chez la petite sœur. Le lendemain, qui me dit, écoute, tu n'as pas le droit de sortir pendant un bon bout de temps parce que la dame... Elle va te chercher. Elle nous a poursuivis en justice Waouh. pour vol. Le jour de Parce son que mariage. techniquement, tu es sa fille. Vu qu'elle a ça. changé tes papiers. C'est ça. Donc, elle a poursuivi ma famille en justice pour vol le jour de son mariage. Donc, elle est partie faire un scandale au marché où la petite sœur de ma maman vendait en lui disant « Écoute, le cadeau d'anniversaire que tu es venu me donner, vous êtes venu voler mon enfant, remettez-moi ma fille. » Donc, ma tante était juste en train de rire du genre, mais on a juste récupéré en fait ce qui nous appartenait en fait, tout simplement. Donc, il se retrouve en justice. On a convoqué mon papa. Tout le monde était présent, sauf ma mère, parce que ma mère, elle était déjà partie, elle n'avait pas la possibilité de revenir aussitôt. Donc, elle a demandé à ce que toutes ses tantes, ses cousines viennent témoigner. Et mon papa, j'avais tendance à dire que mon papa, c'est deux bouches. Je dis A et puis après je dis B. Il ne savait pas ce qu'il allait dire parce qu'il savait qu'il était en tort. Et au final, je crois qu'au fond de lui, il était quand même content que je sois partie. Bah oui. Parce qu'il ne pouvait plus me récupérer entre les mains de la dame. Donc, ils sont à la cour. On a fait, je crois, quand même quelques mois où j'étais à la maison, je ne sortais pas, je n'avais pas le droit d'aller quelque part. Et jusqu'à ce que la décision tombe où on a dit, la dame... je suis désolée, mais elle repart avec sa mère biologique qui est Chantal, voilà. Et c'est comme ça que je décide... De t'enfuir. Ouais. Ah oui. Ouais, parce Donc, que finalement, tu ne vas pas retourner là-bas. Non, du tout. Ok, donc comment tu t'enfuis vers où? Où est-ce que tu vas? Donc là, ma tante, la petite sœur de ma maman me dit, ça y est, c'est bon, on a tranché l'affaire, tu as le droit de sortir, faire ce que tu veux. Mais j'ai quand même peur parce que, comme j'ai dit, j'avais tout le temps peur. Donc j'ai peur de sortir, j'ai peur d'aller à la boutique, j'ai peur de tout, mais je reste à la maison. Donc la grande sœur de ma mère maintenant vient me voir et puis elle me dit, écoute, tu vas changer d'environnement, tu viens vivre avec nous maintenant. J'arrive dans un foyer polygamique où elle est la deuxième épouse parmi 4 autres qui sont là. Donc j'arrive dans une grande famille, plusieurs enfants, nouvel environnement, où là aussi il y a énormément de violence. Et ce n'est pas des petites violences. Hein. Quand on se bat avec des machettes, on se bat avec des bois, des trucs. Ma tante, plusieurs fois, ma tante aujourd'hui elle est décédée, justement par le foyer dans lequel elle était. Et c'était vraiment des trucs très violents. Et là, je reçois toujours les mêmes propos. De toute façon, parmi vous tous, la personne qui sera qui sera enceinte avant tout le monde, ça sera elle, en parlant de moi, parce qu'il trouvait que j'étais déjà quand même trop développée. Et il disait qu'elle connaît déjà les garçons, c'est sûr, mais il ne savait pas comment je connaissais déjà les garçons. J'avais pas voulu connaître les garçons parce que j'avais envie de les connaître. On a abusé de toi. J'avais pas parlé de ça. Au final, je me retrouve dans un environnement où ils sont en train de lutter tout le temps. Il y a tout le temps des querelles, tout le temps des trucs entre coépouses. Mais du coup, donc, bon, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps d'antenne, donc on comprend que tu retournes quand même dans un foyer qui est encore toxique avec beaucoup d'abus physiques, verbaux, sexuels aussi. Oui. Et donc, voilà, il faut encore s'enfuir. Je sais qu'à un moment donné, quand même, tu retrouves ta maman. Oui. Donc ça arrive à quel âge? À quel âge tu arrives à sortir de ce foyer encore? Je retrouve ma mère, j'ai 13 ans. Quand je retrouve ma mère, je vais en France et quand je vais en France, je ne parle pas tout de suite des abus que j'ai subis parce que là, il y avait un processus de guérison qui avait déjà commencé et je décide de ne pas en parler. C'est là que je fais aussi la rencontre de Dieu. Donc, je décide de me reconvertir, d'accepter Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et il faut savoir que j'étais quelqu'un qui était très dépressive. Donc, quand j'arrive en France, je suis tout le temps en train de pleurer. Je n'aime pas qui je suis. Je me regarde dans le miroir et je dis, j'aime pas la femme que je suis. J'aime pas mon corps. J'aime rien sur moi. Donc, je pleure. Tous les soirs, j'étais constamment en train de pleurer. Et dans mes pleurs, j'entends une voix qui me dit, le corps a beau être touché, mais on ne touchera jamais l'esprit. Donc, c'est une parole qui me fait beaucoup de bien parce que déjà, quand j'entends la voix qui m'a parlé, je me lève et je me dis, mais qui m'a parlé?
Et je vois qu'il n'y a personne qui m'a parlé, donc je conclus que je sais qui m'a parlé. Donc, au final, ce n'est pas une parole que les hommes m'ont donnée, qui m'ont fait du bien. C'est vraiment une parole qui est venue, qui m'a déchargée. J'ai vraiment senti quelque chose qui a été ôté de moi. Je ne me suis plus jamais revue de la même manière. Donc, quand je sors de ma chambre, je ne me vois plus vilaine, je ne me vois plus... Mais en fait, tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est que en fait, tous les mots que tu emploies depuis que tu as commencé ton histoire, c'est des mots d'adultes. Et là, enfin, voilà, de ta naissance à tes 13 ans, tu vis des choses d'adultes. Et c'est terrible même, enfin, parce que c'est bien que tu aies trouvé Dieu, mais c'est quand même lourd pour un enfant de 13 ans de comprendre tout ça, d'assimiler tout ça. Et tu arrives, tu découvres ta mère finalement, parce que tu ne la connais pas vraiment. Comment est-ce que vous arrivez à tisser votre relation mère-fille? C'était compliqué de tisser une relation avec ma mère, parce qu'il y avait déjà un fossé qui s'était déjà fait. J'avais déjà quand même grandi. J'ai eu à rencontrer certaines choses quand même dans la vie. Et on t'a dit qu'elle t'a abandonnée. Elle m'a abandonnée. Et comme j'ai dit, ma maman à cette période aussi, elle était jeune, donc elle sortait beaucoup. Mais en même temps, je profitais quand même un peu avec elle. Et au final, ça a été compliqué quand même de tisser des liens entre ta mère et toi. Voilà. C'était compliqué, mais au final, ça s'est quand même fait. Ça s'est fait. Tu dirais que ça a pris combien de temps pour que vous ayez une relation mère-fille? 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. Et encore aujourd'hui... Ouais. Parce que jusqu'à ce que tu aies 17 ans. Ouais. Tu arrives, tu as 13 ans. Ouais, jusqu'à ce que j'ai 17 ans, 18. 17, 18 ans. Ouais. Et que je rencontre finalement... Et est-ce que tu lui racontes à ta maman tout ce que tu as vécu? Non, ma mère, elle a découvert il n'y a pas très longtemps tout ce que je vous raconte. Quand tu dis il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, tu as quel âge? Là, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Tu as 26 ans. Ok. Et en France, tu as aussi eu un parcours qui n'a pas forcément été très facile. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Peut-être une prochaine fois. Je vais peut-être plus parler vraiment de quand j'ai rencontré ma maman, comment ça s'est passé, comment j'ai le processus de la guérison. Donc, surtout plus, parce qu'aujourd'hui, quand je parle, je sais que les gens, ils sont dans les émotions, ça fait mal, je sais, mais je ne suis plus la Fernande d'avant. Donc, je tiens souvent à le préciser, parce que souvent, quand les gens me voient, ils me disent, mais du coup, mais tu es très belle. Je sais que je suis belle maintenant, alors qu'avant, j'avais besoin qu'on remplisse le réservoir à chaque fois. Là, j'ai plus besoin de ça. Si je suis aujourd'hui dans le domaine de la beauté, c'est parce qu'il y a une histoire aussi derrière. Je ne me suis pas levée et puis j'ai décidé d'aller dans le domaine de la beauté. Alors, notre grande question sera, est-ce que Fernande peut nous raconter l'histoire ou la naissance de Shekinah? Oui. Voilà. Oui. Et je pense qu'on peut terminer cette émission avec la naissance et aujourd'hui, la naissance de Shekinah. Voilà. Bah, Shekinah, comme j'ai dit déjà, j'entends la voix qui me dit que le corps a beau être touché, mais pas l'esprit. Je comprends que je ne suis pas un corps, parce que quand je vais mourir, mon corps va rester, mais mon esprit va partir. Et je comprends que je devrais plus attacher de la valeur à mon esprit. Ma beauté aujourd'hui ne se résume pas par mon physique, par le fait que les gens vont me dire que je suis belle, mais parce que intérieurement, mon esprit est sain. Je suis un esprit et je me considère comme Dieu me voit, pas comme les hommes me voient. Parce que si je devrais être amenée à écouter ce que les hommes vont me dire, je serais tout le temps en train d'essayer de faire le yo-yo, de changer, de faire ci, de faire ça. Et j'ai quand même mis beaucoup de temps à travailler sur mon identité. Parce que mon identité, c'était vraiment quelque chose qui avait été brisé. Et j'arrivais plus à me retrouver, à savoir réellement qui j'étais. Donc, ma reconstruction sur ma personne m'a mis énormément de temps, parce que quand on me dit que non, Dieu t'aime, moi j'ai dit non, s'il m'aimait, pourquoi il m'a laissé subir certaines choses? Et au final, je passe plus de temps avec lui, en lisant la parole. Le Seigneur me met avec des bonnes personnes dans un nouvel environnement. Je rencontre mes mentors que vous avez reçus il n'y a pas très longtemps, donc le pasteur Fabrice de Standard Divin. Et là, j'ai une nouvelle perception du mot père. C'est quoi un père? Parce que je n'aimais pas les hommes, j'haïssais les hommes. Je partais du principe qu'une femme n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Du moment où elle est indépendante, elle fait tout d'elle-même, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Bah, c'est normal, est-ce que tu as vécu? Bien sûr. Voilà, donc j'aimais vraiment pas l'homme en lui-même. Donc le Seigneur me remet avec des bonnes personnes, donc mon père spirituel, l'évangéliste Bertrand,
Là, je commence à avoir une nouvelle éducation. Quand on me demande c'est quoi l'amour, moi, j'arrive pas à définir c'est quoi l'amour. Et on m'explique que l'amour, c'est pas parce qu'on t'apporte de l'attention. L'amour, c'est vraiment... on travaille ce qu'il y a au-dedans de toi pour manifester qui tu dois être réellement. Donc là, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de moi. Je ne suis pas juste née pour être abusée, je ne suis pas juste née pour souffrir, pour qu'on me rappelle que je suis ci, je suis ça. Donc aujourd'hui, je me suis détachée de la vie des hommes et je me fie plus à ce que Dieu dit de moi. Et pour cela, quand même, il m'a fallu aussi beaucoup de brisements. Quand je dis des brisements, c'est accepter que je suis jolie, que je suis une perle, que je suis rare et que tout ce qui est rare a de la valeur, qu'aujourd'hui, Dieu m'aime, mes parents m'aiment et que les personnes qui sont autour de moi, ils veulent mon bien, ils ne veulent pas mon mal. Enfin, il ne faut pas que je sois tout le temps dans « non, j'ai peur de ci, de ça, non, non, ça ». Il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées. En tout cas, sur ces paroles-là, Fernande, on va aller pour une petite pause publicitaire. On revient pour continuer. Ça sera donc la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Je suis toujours en compagnie de mes CP et on est toujours avec Fernande, alias Shekinah. Oui. Et pour la dernière partie de notre émission, donc tu nous expliquais un petit peu ta renaissance en réalité. Et voilà, tu es vraiment un exemple de résilience, de force. Ça a l'air facile comme ça, Non, quand tu le racontes, facile, mais je sais que ça a dû être très dur. Oui. Et voilà, donc tu nous racontais un peu comment Shekinah est née. Pourquoi Shekinah? Pourquoi ce nom? Shekinah déjà veut dire la gloire de Dieu. Ok. Donc quand j'arrive à l'église et que je me convertis, je prends mon baptême. Et aussitôt, j'ai le pasteur de mon église qui dit « Toi, on ne va plus t'appeler Fernande, on va t'appeler Shekinah parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas réellement qui tu es. Tu ne sais pas tout ce qui doit sortir de toi. » Donc je me dis « Mais pourquoi tu veux forcément m'appeler Shekinah ?» Et en fait, en écoutant mon parcours, il me disait « J'ai juste hâte de voir ce que Dieu va faire en fait, au travers de toi. » Donc par là, après, je découvre également mon appel, je commence à évangéliser des plus jeunes comme moi. Je vais dans des boîtes de nuit, je vais un peu gafouiller les gens. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui plaît, mais je sais d'où je viens. Et je sais qu'il y a des personnes, par exemple, ils attendent à ce que, à avoir, qu'on comble leur soif. Ça peut être, tu peux être, par exemple, dans la cigarette, tu ne sais pas comment arrêter. Moi, je fumais avant et quand je dis aux gens, par exemple, que je fumais, on me dit, c'est pas possible. J'ai commencé à fumer très tôt. Quand je suis arrivée en France, automatiquement, j'ai commencé à fumer. C'était compliqué pour moi, d'arrêter la cigarette. Donc, quand je vois une personne, que la personne est en train de fumer, je sais, déjà, je comprends la position de la personne et je sais comment parler à la personne parce que je suis passée par là. Et quand j'évangélise aujourd'hui, je n'évangélise pas juste par des paroles. Je parle de moi, je parle de mon histoire parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. Et quand Shekinah est née, c'était vraiment les paroles en tout cas que j'avais reçues et il a fallu avoir le processus du pardon. C'est là que c'est plus compliqué. Parce que pardonner aux personnes qui ont abusé de toi, des personnes avec qui tu as grandi. Moi, je me disais que ce sont des personnes qui étaient supposées me donner une certaine éducation. Ils étaient supposés ta famille. Mais c'est ça, ma famille. Et au final, je me retrouve dans les mains de mes bourreaux, avec des personnes avec qui je vis, des personnes que je vois tous les jours, des personnes qui me rappellent sans cesse ce que je ne suis pas au final. Donc, je grandis quand même avec un état d'esprit qui est complètement brisé. Et quand je reviens en Shekinah, il me faut énormément de temps. Ça a été beaucoup de restauration. Et en parlant de pardonner, pour ne pas te couper, est-ce que tu as eu à rentrer en contact encore avec tes anciens, ton ancienne famille? Bien sûr, ma petite sœur, par exemple, avec qui j'ai grandi et que je disais que je partais souvent leur raconter, elle m'a contactée il n'y a pas très longtemps. Elle me disait, comment tu as fait pour pardonner à notre grand frère? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es parti, il a commencé fait la même chose avec moi. Non. Et elle, par exemple, aujourd'hui, elle est sur le processus où il faut guérir. C'est compliqué, ça prend du temps, mais je lui ai dit, quitte à prendre tout le temps que tu auras besoin, prends le temps. Mais moi, pour pardonner... Mais vous dénoncez pas, je veux dire, s'il a pu faire ça après,
C'est qu'à un moment donné, il faut l'arrêter. C'est fini C'est maintenant. une maladie, finalement. C'est fini Enfin, maintenant. je La personne est mariée, il a des enfants. Mais mais justement, le- c'est ça le problème. Alors, le point, c'est pas ça. On a reçu, je pense que c'était Korotimi. Korotimi ici, Sako, et, oui. je me suis... La loi dit, je ne sais plus exactement. Oui, il y a c'est prescription quoi. seulement après un tel Mais nombre toi, en d'années. fait, il n'y a pas encore prescription. Tu vois ce que je veux dire? D'autant plus que cette personne, parce qu'on t'a muselé, tu n'as pas pu dénoncer, tu n'as pas pu parler, on ne t'a pas cru. Il a fait sur Avec d'autres quelqu'un d'autre. personnes, oui. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'il soit marié et qu'il ait des enfants, nous, j'ai envie de dire, on ne gère pas ça. Et surtout, on a Il y même a- peur pour il y a- ses enfants. Voilà, c'est que c'est quelqu'un qui a ces prédispositions-là. Et comme ça c'est resté impuni toutes ces années, c'est devenu sa norme. Il a été puni. Il a été en prison. Il a été, non pas en prison, il a été puni autrement. Alors, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Et c'est valable pour tous ceux qui nous regardent. Violer un mineur comme ça, déjà, toi, tu t'exposes à la prison à vie. Oui, logiquement. On je est suis d'accord? totalement d'accord. Donc, moi, je pense que là, aujourd'hui, il vit sa best life, ce Mhm. monsieur-là. Parce qu'abuser d'un enfant... Ma fille, elle a 5 ans. Donc, excuse-moi, ma dernière fille, elle a 5 ans. Quand moi, tu me dis ça me brise dans mon âme de mère. Ouais. Et je me dis, Seigneur, préserve mes enfants de ça. Parce que on a juste un temps d'émission, tu ne peux pas expliquer tout. Mais j'ose imaginer, excuse-moi, je vais me prévaloir de ça, mais toute la douleur et combien tu es déchiré, que le temps de guérison en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, en tant que femme. Et pour quelqu'un qui aujourd'hui, il est marié, pépère, et lui, il continue à se multiplier, et ben si lui, il a des garçons, qu'est-ce qu'il va leur inculquer? Mais moi, À j'ai un moment, peur faut pour arrêter. ses enfants, même, On est- vraiment. et ça, c'est trop dans nos familles africaines. Excusez-moi, quoi. C'est vrai que ça existe aussi en Occident. Oui, hein. oui, On va oui. parler de ceux On qui a nous beaucoup regardent. d'abus dans les familles. On veut trop couvrir ça. Cette dame-là, qui aujourd'hui a été ta marâtre et tout ça, machin, c'est toi, l'enfant de 6 ans, qui est le bourreau. Toi, la victime, tu es le bourreau. C'est toi qu'on pointe du doigt. Et demain, on a ce monsieur-là qui recommence sur un autre enfant. Et aujourd'hui, il vit ça. Non, mais d'abord, il faut dénoncer. Ouais. Et puis, arrêter de museler les enfants. Un enfant dans toute son innocence qui vient te dire, avec un livre, j'ai vécu ci, ce n'est pas normal. Un Non. enfant de 5 ans Je ne suis connaît pas totalement ça. d'accord. Un enfant C'est de ça. 6 ans ne connaît pas ça. Et après, on a des femmes brisées qui vont rentrer dans des foyers, qui auront du mal à se construire. Il y en a qui vont avoir des relations que d'autres vont juger à tort. Il y en a qui vont, excusez-moi du terme, qui vont être des prostituées. Oui. Pourquoi? Parce que l'amour de leur corps, elles l'ont perdu. C'est pour Pour ça des qu'aujourd'hui- hommes c'est qui pour ça les ont chosifiés étant enfants. Je suis Donc totalement franchement, moi, je d'accord. suis juste outrée et je veux juste dire, s'il y a quelqu'un qui regarde cette émission, qui vit ça, parle-en autour de toi. Si les gens ne te croient pas, nous, on va te croire. Il y a le numéro du club, Anto, tu vas le C'est rappeler. le 07 99 24 24 24. Non, et son histoire est très ça. similaire à celle de Korotoum, si je me Korotimi. souviens. Korotimi. ouais. Voilà, et c'était pareil, hein, elle était jeune aussi et elle n'a pas pu dénoncer. Et même quand elle dénonçait, on la croyait pas. Et puis bon, ça, on passait à autre chose. Donc l'autre aussi, il vit sa meilleure vie. Donc non, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Regarde, à 13 ans, quand tu te dis, oui, non, mais c'est pas grave, comme elle l'a dit, René, tu as un discours d'adulte. On t'a oui. volé ton enfance. Mais je suis totalement d'accord, Combien sont ces Les jeunes autres filles personnes, oui, et il y a qui des sont, jeunes garçons aujourd'hui à qui on a volé leur enfance, C'est qui ce sont que j'avais. devenus trop tôt des adultes et après, on va les juger. Comment est-ce que tu guéris de ça? On a des gens aujourd'hui qui vont décrocher. Il y a ce qu'on appelle le décrochage scolaire, Oui. même parce qu'ils vivent des abus chez eux à la maison. Donc, des fois, il faut être sensible à ce que nos enfants vivent. Il faut les regarder. Tu dis à un moment, tu t'es refermé sur toi-même. Tu comprends? Il y a des signes. Voir. Il y a Il y a des signes. signes, Il faut être sensible au changement de nos enfants. Parce que quelquefois, ils ont du mal à parler. Pourquoi? Parce que le bourreau les menace. Oui. D'accord? Donc, on peut pas juste être des parents parce qu'on a pondu des enfants ou parce qu'on a bien été gentil de recueillir des enfants chez nous et Mais là, on c'est leur pas de la donne juste des gentillesse. goûters. Elle avait Non, besoin quoi. d'avoir quelqu'un, un souffre-douleur chez elle. C'est tout. Après aujourd'hui, quand le fait que j'accepte de témoigner, c'est vraiment justement pour sensibiliser les gens. Voilà. Aujourd'hui, mon témoignage, quand je le donne, c'est vraiment déjà pour dire aux gens de parler, de ne pas le garder, de ne pas faire ce que moi j'ai fait. Et c'est partager le processus de guérison. Une fois que tu as dénoncé, il faut maintenant te reconstruire. Te reconstruire, ça va peut-être te prendre plus de temps, mais il faut déjà que tu t'entoures des bonnes personnes. Parler, mais à qui parler?
Ça aussi, c'est important. Tu peux aller en parler peut-être, je ne sais pas, à ton père ou à ta mère, et au final, ce sont des personnes qui ne t'écoutent pas. Donc, il faut déjà avoir la bonne personne à qui est-ce que tu peux réellement parler de ce que tu vis, et au final, comment est-ce que la personne va maintenant gérer la chose. Ça sera autre chose, mais il faut déjà en parler. Il ne faut pas le garder. Une fois que tu en parles, tu cherches maintenant à guérir. Guérir, ça va te falloir énormément de temps, mais ce n'est pas bien grave. Prends le temps qu'il faudra. Et il faut accepter aussi de pardonner. C'est pour ça que j'ai dit, comme j'ai dit, moi, je me suis convertie. Et ce qui m'a donné la force aujourd'hui de pardonner à mes bourreaux, c'est parce que je me suis convertie. Si je ne m'étais pas convertie, je n'allais pas avoir la capacité de le faire. Mais je me dis, si moi, Dieu m'a rempli d'amour, ça c'est vraiment, moi personnellement, chaque personne après a eu à vivre peut-être son abus de façon différente, mais il y a toujours une porte de sortie. Moi, la mienne, c'était Dieu. C'est difficile, moi j'ai plein de questions à te poser, mais malheureusement, on doit arrêter l'émission. Merci beaucoup d'avoir choisi le club pour partager ton témoignage. Vraiment, on est de tout cœur avec toi. Je pense que c'est un cheminement qui continue à travers l'aide que tu apportes justement aux autres. Oui. Donc, merci pour ça. Et à vous qui êtes derrière vos écrans, si vous vivez ça, comme Marine nous l'a dit tout à l'heure, on est de tout cœur avec vous. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Peut-être que parler à un inconnu aussi peut vous soulager, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne restez pas dans votre douleur et dans votre souffrance. On est de tout cœur avec vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se dit à demain pour un nouveau numéro du club. Bye bye.